L'Union européenne a été créée pour entuber les États-Unis. Soyons honnêtes. L'Union européenne a été créée pour entuber les États-Unis. À l'issue du sommet, Emmanuel Macron assure au journal Le Figaro avoir mis sur la table avec le Premier ministre britannique un plan de trêve partiel d'1 mois. Une trêve dans les airs, sur les mers et les infrastructures énergétiques. Selon le président français, des soldats ne seraient déployés au sol que dans un second temps. Vous n'êtes pas dans une bonne position aujourd'hui. Vous n'avez pas les cartes en main pour le moment. Ah, grâce à nous, vous avez quelques cartes en main. Monsieur le Président, vous jouez avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Vous risquez la Troisième Guerre mondiale. Et ce que vous faites est un manque de respect pour le pays, ce pays. Eh bien, si la politique internationale de Donald Trump venait à redéfinir les bases d'un nouvel ordre mondial, les États européens pourraient envisager de reprendre pied sur le continent africain qu'ils considèrent comme étant leur création historique. L'histoire retiendra que ces personnages qui incarnent le summum de l'impérialisme occidental à son état actuel est capable de produire et que ces gens sont en contraste avec le spectacle orchestré à la Maison Blanche. Un escroc de petite envergure, flanqué de 2 dirigeants de puissance néocoloniale en déclin, tente de duper un négociant devenu président des États-Unis. Pendant ce temps, on cherche à nous vendre une sorte de mascarade comme une bataille entre la démocratie et le totalitarisme. Zelensky a très vite compris que les élections américaines allaient probablement porter Trump au pouvoir, et ce, depuis un moment déjà. Trump n'a jamais caché son opinion sur la guerre en Ukraine qui avait été initiée par Obama et prolongée sous Biden. Guerre qu'il considère comme une grave erreur, voire même une folie. Non pas par sympathie pour Moscou, non, mais simplement parce qu'il juge que l'investissement est financièrement désavantageux et que ces milliards pourraient être mieux employés ailleurs. 300 milliards de dollars et 350 de plus, un pays pour qu'il se batte, pour qu'il essaye de faire quelque chose. Et vous savez ce qui s'est passé? On n'a rien. On l'a juste donné. On pourrait reconstruire toute l'armée navale des États-Unis avec cet argent. On aurait pu rebâtir cette armée de mer. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour jouer à un quiz. Trump a toujours affiché son mépris pour Zelensky, qu'il accuse de vendre des victoires fictives et de masquer une résistance ukrainienne largement soutenue par les financements occidentaux. À chaque déplacement, à chaque fois que Zelensky sort de son pays, le président ukrainien repart avec des sommes colossales dont l'utilisation reste opaque. On ne sait pas ce qui arrive avec l'argent là. D'ailleurs, Zelensky lui-même le dit. Il ne sait pas où sont passés plus de 100 milliards de dollars. Il ne sait pas où c'est passé. Sur la scène intérieure maintenant, le régime de Kiev se fissure et dépend totalement de la protection de ses parrains occidentaux. Il a déjà torpillé les accords de Minsk et intensifié les hostilités contre la population du Donbass qui ne revendique pourtant qu'une autonomie au sein d'une Ukraine fédérale, à l'image des États-Unis eux-mêmes. La population russophone subit de la discrimination et des persécutions, tandis que l'adhésion à l'OTAN reste un sujet sensible. Même au sein du gouvernement américain, la ligne est claire. Pas d'intégration de l'Ukraine à l'Alliance. Maintenir une zone de tension est une chose, mais s'impliquer directement contre une puissance nucléaire comme la Russie est une autre chose. Et les États-Unis ne veulent pas s'y risquer. Zelensky, initialement élu sur la promesse de la paix et perçu comme plus modéré vis-à-vis de la Russie, semblait offrir une certaine garantie, notamment par son appartenance à une famille juive dont le père a combattu jusqu'au Kremlin aux côtés de l'armée rouge. Pourtant, par opportunisme peut-être par peur ou alors par corruption, il s'est mué, il s'est transformé comme ça en chef de guerre. Un rôle qui convient bizarrement, parfaitement aux intérêts des démocrates américains et leurs alliés européens, avec en tête les Britanniques. Ces derniers, historiquement liés aux oligarques ukrainiens, jouent un rôle clé dans l'escalade actuelle. Mais avec l'arrivée de Trump, ces manœuvres risquent d'être stoppées net. C'est dans tout ce contexte-là que Zelensky sort maintenant la carte des terres rares, tentant de séduire Washington avec la promesse d'un accès privilégié à ses ressources stratégiques. Maintenant, problème, les principaux gisements de lithium et autres minerais se situent dans le Donbass et dans une région à forte minorité hongroise qui refuse d'envoyer ses hommes au combat. Il est probable que Moscou ait discrètement informé Trump de l'inconsistance de cette proposition. Au même moment, sous influence de la City et des cercles financiers pro-ukrainiens, les Britanniques spéculent comme ça sur la baisse des
les actions Tesla. Tandis que Macron, rêvant d'un rôle de leader européen, propose d'engager la force de dissuasion française pour sécuriser une zone de plusieurs milliers de kilomètres. Donc, dans ce jeu diplomatique, Londres et Paris joignent leurs forces à Kiev pour pouvoir tenter comme ça de convaincre Trump d'adhérer à leur stratégie. Mais Trump, il est habitué à des négociations musclées. C'est comme ça qu'il arrive à inverser la donne. À Zelensky, il répond que les États-Unis sont prêts à envisager un partenariat sur les terres rares, mais en guise de remboursement des quelques 350 milliards de dollars déjà dépensés pour l'Ukraine. Donc ce n'était pas un don, c'était un investissement. Aux Européens de leur côté, qui tentent de l'impliquer dans une opération de maintien de la paix, c'est-à-dire une opération armée, au milieu des forces russes et des bataillons ultranationalistes ukrainiens, il leur explique simplement, il leur dit simplement que ce n'est pas son problème. Il n'en a rien à foutre. Que s'ils veulent y aller, qu'ils aillent eux-mêmes, sans les États-Unis. C'est comme ça que Macron l'invite à un dîner en grande pompe à Paris et que Starmer lui propose une réception royale au palais de Buckingham. Mais Trump, fidèle à son style, se moque de ses manœuvres et dès le lendemain, il impose une taxe de 25% sur leurs exportations. Chais! Vous pensez que vous allez me flatter avec quoi? Petite pause. Sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour 3 € et pour 10 € par mois et avoir du contenu exclusif en fonction du forfait. Tous les membres qui ont payé un abonnement peuvent rejoindre le groupe Telegram où j'ai déjà partagé plus de 150 vidéos qui ne sont plus sur la chaîne. Et dans ce groupe, je partage régulièrement ce que je ne peux pas publier sur YouTube. Et pour ceux qui veulent apprendre, nous avons de nouvelles formations. En plus de celles qui vous apprend à faire une chaîne YouTube rentable, on a rajouté des formations en montage vidéo, en conception de miniatures et en écriture de vidéos. On vous apprend comment monter une vidéo en face caméra, en illustration ou encore en utilisant des avatars. On apprend également à faire des miniatures comme Pensy Kamit, Yomi Denzel ou encore le célèbre youtubeur MrBeast. Je vous laisse toutes les informations en description. Revenons au sujet. Ce développement est essentiel parce que Trump a déjà engagé l'affrontement avec son véritable adversaire, c'est-à-dire la Chine. Et pas seulement dans le Pacifique, mais aussi sur le sol américain, notamment via le contrôle du canal de Panama et les manœuvres de Chevron au Venezuela. Ce sont les multinationales qui dirigent le jeu actuellement. Si la Chine détient la majorité des terres rares, des ressources similaires sont disponibles au Vietnam et au Brésil. Et d'ailleurs en bien plus grande quantité qu'en Ukraine. Quant au lithium, ce n'est pas une terre rare, mais il reste essentiel pour les batteries Tesla, ok. Or, la Bolivie en possède des gisements bien plus intéressants que ceux d'Ukraine aussi. Trump connaît cette géographie sur le bout des doigts et adopte donc une stratégie mêlant négociation, chantage, bien plus réaliste que le théâtre européen avec leurs marionnettes ukrainiennes. Le gouvernement actuel aux États-Unis a aussi très bien compris que ses interlocuteurs européens n'ont ni armée, ni troupes, ni soutien populaire à la hauteur de leurs ambitions. D'où son explosion en colère quand il dit « l'Europe a été créée pour emmerder les États-Unis ». L'Union européenne a été créée pour entuber les États-Unis. Soyons honnêtes, l'Union européenne a été créée pour entuber les États-Unis. En cause, les importations en provenance du vieux continent. Lors de la première réunion de son cabinet à la Maison-Blanche hier, le président américain a annoncé une hausse des taxes pour les produits européens. Nous avons pris une décision, nous l'annoncerons très bientôt. Et elle sera de 25% en général, et cela concerne les voitures et d'autres produits. L'Union européenne est un cas différent de celui du Canada. Ils ont vraiment profité de nous d'une manière différente. Une prise de position qui pourrait impacter les secteurs de l'agriculture, de l'automobile ou bien encore du luxe. La Commission européenne a répondu dès hier soir en déclarant qu'elle agirait fermement et immédiatement à de nouveaux droits de douane. Car oui, le centre de gravité du pouvoir mondial a basculé. La Russie, bien qu'ayant tourné la page de l'URSS, a dû en endosser l'héritage diplomatique pour préserver son statut de puissance productrice. Face à cela, les trois compères, le Britannique, le Français et Zelensky, tentent de monter une opération en jouant sur une opinion publique persuadée que Poutine dévore les enfants ukrainiens, c'est-à-dire qu'il est même cannibale, mais pas au point de vouloir mourir pour le Dniepr sous leur commandement. Zelensky, de plus en plus perdu dans son costume de chef de guerre taillé et cousu par Vogue, réclame donc des garanties de sécurité qui permettront à Macron et à Starmer de ne pas se retrouver seuls à jouer
les pacificateurs. D'autant que le reste de l'Europe ne se bouscule vraiment pas pour les suivre. J'en suis en mode, mais est-ce qu'on peut pas juste lâcher l'affaire? Alors, qu'est-ce qui se passe? Commence un jeu de poker diplomatique pour le grand public du moins. Et c'est ce jeu diplomatique qui nous fait rire jusqu'à présent. Un rire quand même teinté d'inquiétude pour certains, car l'histoire a prouvé que ce genre de gesticulation en Europe a déjà déclenché des guerres tribales en Europe. Ça a déjà fait ça. Ils appellent ça pompeusement les guerres mondiales, mais non, ce sont les guerres tribales européennes. Dans ce contexte donc, ça devient beaucoup plus facile de décrypter la situation. Ces dirigeants cherchent à convaincre leur population de soutenir une bande d'escrocs qui se font piéger par Trump. Pour donner le ton, la City de Londres a annoncé une aide financière à l'Ukraine avant même le début des négociations. Starmer a promis un nouvel accord permettant à Kiev d'acheter 5000 missiles de défense aérienne pour 1,9 milliard d'euros, tandis que le Royaume-Uni avait déjà signé un prêt de 2,7 milliards d'euros pour renforcer les capacités militaires ukrainiennes. Cette réunion entre quelques dirigeants européens à Londres a resserré les rangs autour de Zelensky, 48 heures après son vif accrochage avec Donald Trump à la Maison-Blanche. Mais en réalité, cette bande s'est renfermée dans son propre piège et cherche maintenant à tirer des bénéfices personnels. Je m'explique. Le soi-disant plan de paix est en réalité une mendicité pour obtenir des garanties américaines, non pas pour Zelensky, devenu un simple figurant dans cette affaire, du moins retourné au simple figurant qu'il est, mais pour Macron et Starmer qui ont entraîné leur pays et l'Europe tout entier dans un statut d'adversaire des États-Unis. Tout le discours présidentiel tourne autour du point qui a provoqué les tensions dans le bureau ovale. Les garanties de sécurité des États-Unis. Pas pour Zelensky, mais pour ces deux dirigeants imprudents qui ont cru pouvoir jouer au poker avec un businessman et un négociant de haut vol. C'est maintenant dans ce contexte qu'Emmanuel Macron a déclaré qu'une trêve était envisagée dans les airs et sur la mer, et concernant les frappes sur les infrastructures énergétiques. À l'issue du sommet, Emmanuel Macron assure au journal Le Figaro avoir mis sur la table avec le Premier ministre britannique un plan de trêve partiel d'1 mois. Une trêve dans les airs, sur les mers et les infrastructures énergétiques. Selon le président français, des soldats ne seraient déployés au sol que dans un second temps. Cette trêve dans les airs, sur les mers et sur les infrastructures énergétiques permettra d'attester de la bonne foi de Vladimir Poutine au moment où il s'engagera dans cette trêve. Et c'est alors que commenceront les vraies négociations pour la paix, parce que nous voulons la paix, mais nous voulons une paix solide et une paix durable. Une trêve qui exclut les opérations terrestres, comme vous avez entendu. Le ministre des Affaires étrangères français n'a même pas répondu à la question de la journaliste. La trêve ne concerne pas les combats sur terre, car selon lui, selon eux, Emmanuel Macron et sa clique, elle serait plus facile à mesurer. Le front ukrainien s'étend sur une distance équivalente à 1400 km. Je suis même pas sûr de bien comprendre ce qu'ils ont dit là. À mesurer de quelle manière? C'est-à-dire... Bref. Dimanche, le Premier ministre britannique a réuni à Londres le président ukrainien Volodymyr Zelensky, une quinzaine de dirigeants européens alliés à Kiev, ainsi que la Turquie, le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte et le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Starmer a insisté sur le fait qu'un certain nombre de pays étaient prêts à rejoindre une coalition des bonnes volontés pour défendre un futur accord de paix. Mais en coulisses, la situation était bien différente. Trump, fidèle à son style direct, avait sèchement regardé Zelensky en lui reprochant d'avoir mis son pays dans une position désastreuse et en lui intimant de faire la paix avec la Russie sous peine d'être abandonné par Washington. Vous n'êtes pas dans une bonne position aujourd'hui. Vous n'avez pas les cartes en main pour le moment. Grâce à nous, vous avez quelques cartes en main. Monsieur le Président, vous jouez avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Vous risquez la Troisième Guerre mondiale. Et ce que vous faites est un manque de respect pour le pays, ce pays. Non, je vous respecte. Vos concitoyens meurent. Vous manquez de soldats. Vous avez de moins en moins de soldats. Ce serait... Et ensuite, vous nous dites, « Oh, je ne veux pas de cessez-le-feu, je ne veux pas de cessez-le-feu. Je veux continuer, je veux faire ci, je veux faire ça. » Si vous pouviez avoir un cessez-le-feu aujourd'hui, eh bien, il faudrait le prendre afin qu'il y ait plus de morts. Oui, évidemment que nous voulons un terme à la guerre. Mais vous dites que vous ne voulez pas de cessez-le-feu. Moi, je veux un cessez-le-feu. Parce que vous aurez un cessez-le-feu plus vite qu'un accord. Mais demandez l'avis de notre population sur un cessez-le-feu.
Un accord prévoyant l'exploitation des minerais ukrainiens par les États-Unis devrait être signé à cette occasion, mais il a finalement été suspendu. Les discussions londoniennes devaient porter sur le renforcement de la position de l'Ukraine, notamment par une aide militaire continue et un durcissement des sanctions économiques contre la Russie. Interrogé sur la mise en difficulté en Mondovision, lors de son entrevue avec Trump, Zelensky a regretté que la Maison-Blanche ait donné un tel format public à leur échange. Il a dit, je cite, « Les discussions franches entre les partenaires sont essentielles et constructives, mais elles doivent rester confidentielles pour éviter toute exploitation par les adversaires. » Voilà, c'était pas gentil. Malgré tout ça, Zelensky s'est dit prêt à signer l'accord sur les minerais si toutes les parties sont en accord, tout en exigeant des garanties de sécurité en cas d'un cessez-le-feu. En somme, les gars tournent en rond. Trump n'a pas mâché ses mots. Non, non et non. Si vous voulez poursuivre cette guerre au lieu de vous concentrer sur l'essentiel, ce sera sans moi. Ironiquement, ce milliardaire ultra-conservateur sans foi ni loi qui préfère augmenter les tarifs douaniers au lieu de faire la guerre tout en infligeant les mêmes ravages au peuple est en train de devenir un héros malgré lui. Du moins pour certaines personnes anti-impérialistes. Pour certains seulement. Ne vous inquiétez pas, pour l'impérialisme en Afrique, il n'y a aucun problème. Et ce, malgré les avertissements des Cubains, des Palestiniens et des citoyens américains eux-mêmes de plus en plus désemparés par la manière dont Trump fonctionne. Mais il devient quand même un héros pour certains. Trump et son équipe ont bien saisi la tentative de Macron et de Starmer de l'amadouer avec les terres rares inexistantes. Ils ont alors choisi non pas de tendre un piège, mais de dévoiler le niveau de leur interlocuteur. Certains Européens ont néanmoins accepté de cautionner cette mendicité déguisée en indépendance stratégique, pendant que certains socialistes et communistes français s'apprêtent à vendre ça au public, aux médias, comme une émancipation de l'Europe face à l'impérialisme américain, tout en continuant à lutter stupidement contre l'impérialisme russe et chinois, avec l'appui bien évidemment de Washington. Bien sûr, les alliés réunis à Londres ont eux aussi insisté sur la nécessité de garantir une sécurité globale pour l'Ukraine, comme l'a rappelé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Von der Leyen a promis de présenter un plan global pour réarmer l'Europe lors du sommet spécial de l'Union européenne à Bruxelles. Elle a au moins dit ça 5 fois dans une interview. On doit réarmer l'Europe, réarmer l'Europe, réarmer l'Europe. Elle a dit qu'elle avait prévu un plan pour quand? Le 6, c'est ça, le 6? Il faut urgemment réarmer l'Europe et pour cela, nous allons présenter un plan complet pour le réarmement de l'Europe le 6 mars, lorsque nous aurons notre Conseil européen des dirigeants. Mark Rutte, quant à lui, s'est félicité de voir de plus en plus de pays européens augmenter leurs dépenses de défense, qualifiant cette évolution de très bonne nouvelle. Aux côtés du président ukrainien, lors de la réunion, Keir Starmer a assuré Volodymyr Zelensky du soutien indéfectible de tous les dirigeants présents. Il a dit aussi longtemps qu'il le faudra. Autour de la table, on retrouvait notamment Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Giorgia Meloni et Donald Tusk. L'Ukraine est victime de l'agression russe et cette vérité demeure inébranlable pour tous. C'est ce que disait Olaf Scholz. Et il en a profité pour rappeler que l'Allemagne est le deuxième plus grand fournisseur d'aide à Kiev, après les États-Unis, pour un total de 44 milliards d'euros. Le corbeau est une fois de plus en train de tomber dans le piège du renard. N'a-t-il donc pas retenu la leçon? Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. N'a-t-il donc pas retenu? Face à Vladimir Poutine, il fallait envoyer un signal clair à son chantage et à son agression, a déclaré Donald Tusk. Giorgia Meloni, quant à elle, insistait sur l'importance d'éviter toute division occidentale, alors même que certains l'accusent d'être un peu trop proche de Donald Trump. Viktor Orban a critiqué la réunion de Londres. Il a dit que les dirigeants européens ont choisi de poursuivre la guerre plutôt que de la stopper pour la paix. Évidemment, il n'a pas été convié à la réunion. Pendant ce temps, Washington perd patience et commence à envisager un changement de cap. Dimanche, la pression sur Zelensky est encore montée d'un cran. Ils ont fait comprendre qu'ils ont besoin d'un dirigeant en Ukraine capable de négocier avec la Russie et de mettre fin à la guerre. Ça a été très clair. Donc, ils vont tout faire si Zelensky ne valide pas leur plan pour le faire sauter. Et c'est parce que actuellement l'Europe est acculée de toutes parts que l'avertissement de Nathalie Yamb est à prendre très au sérieux. Dans une récente vidéo, elle a expliqué qu'une Europe coincée va inévitablement revenir coloniser l'Afrique. Et avec un soutien de Donald Trump qui n'en a rien à foutre de l'Afrique. Eh bien, si la politique internationale de Donald Trump venait à redéfinir les bases d'un nouvel ordre mondial, les États européens pourraient envisager de reprendre pied sur le continent africain qu'ils considèrent comme étant leur création historique. En effet, les noms des pays, des capitales, des rues, des fleuves, des lacs, des forêts, des montagnes sont pour la plupart le fruit
de la cartographie coloniale européenne. Petits exemples. Si vous ne le savez pas, depuis le XVe siècle, les colons successifs avaient baptisé les différentes zones de du golfe de Guinée selon les ressources qu'ils y trouvaient. Ce qui est aujourd'hui la Sierra Leone ou le Libéria, c'était la côte du poivre ou la côte des graines. Ce qui est aujourd'hui le Ghana, c'était la côte d'or. Toute la partie Bénin, Togo, Nigeria, c'était la côte des esclaves. Oui, oui, c'était une ressource, c'était l'or noir de l'époque. Ils ont tous changé de nom depuis lors, sauf un seul pays qui a gardé fièrement son nom d'esclave, la Côte d'Ivoire, sans surprise. Je ne parle même pas de l'autre pays qui a conservé son nom colonial de crevette du côté de l'Afrique centrale, le Cameroun, ou l'Afrique du Sud, qui a gardé son nom de destination, ou bien la capitale du Congo, Brazzaville. Il y a encore beaucoup de boulot pour décoloniser les têtes de nos pseudo-élites. N'oublions donc pas de remercier les Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Mobutu Sese Seko, Mswati III, Robert Mugabe, Abdraman Tiani, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré et consorts. De même, de nombreuses infrastructures telles que les chemins de fer, les routes et les ponts ont été bâtis sous domination européenne. Dans la logique de Trump, qui consiste à dire que puisque c'est nous qui avons construit, on peut revenir à tout moment car ça nous donne des droits éternels, les puissances européennes pourraient soutenir que l'indépendance accordée aux anciennes colonies a été une erreur, tout comme la rétrocession du canal au Panama signée par Jimmy Carter en 1977 a été une erreur selon Donald Trump. Elle pourrait dénoncer une situation où des acteurs comme la Chine, la Russie, l'Iran, la Turquie et d'autres pays qui n'ont jamais participé à ces investissements initiaux tirent aujourd'hui profit de territoires façonnés par l'Europe, tandis que les puissances créatrices en sont évincées. Arguant que les droits acquis durant la période coloniale restent légitimes au regard du nouvel ordre mondial émergent impulsé depuis Washington, l'Europe, en reprenant la main sur l'Afrique, cherchera à restaurer son influence, à financer sa relation avec l'hégémon américain qui l'attrape économiquement par les bijoux de famille, à freiner l'avancée économique et infrastructurelle du Sud global en général et de la Chine en particulier, et à stopper les flux migratoires qu'elle perçoit désormais comme une menace démographique et identitaire et non plus comme une ressource. Et ne vous y trompez pas, Trump ne sera pas contre. On le sait depuis son premier mandat, il n'en a rien à foutre de l'Afrique. Et la politique économique d'affaiblissement et d'essorage de l'Union européenne et des pays occidentaux qu'il a mise en place depuis un mois va contraindre ces derniers à devoir chercher de quoi payer les États-Unis tout en essayant de freiner leur propre dégringolade. Leur seule solution, le retour violent et permanent en Afrique pour lequel ils obtiendront très facilement la validation de Donald Trump. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Donc, que les dirigeants africains se mettent au travail, qu'on organise des sociétés capables de lutter contre les prochaines invasions, parce qu'il y en aura. Voilà, c'est ce que j'avais à partager dans cette vidéo. Maintenant, on passe à la question. Quel est le principal objectif de l'initiative Belt and Road, la nouvelle route de la soie, lancée par la Chine? A. Renforcer la présence militaire de la Chine en Asie centrale. B. Créer un réseau de partenaires diplomatiques dans les Caraïbes. C. Améliorer les infrastructures mondiales et faciliter le commerce. D. Imposer un contrôle économique direct sur les anciennes colonies chinoises.